Bonjour à tous et bienvenue dans la formation organisée par Bridge for Future Academy. Moi, c'est Espoir Deguia, élève au Bridge for Future Academy. Je suis là pour vous faciliter dans les cours d'informatique. La fois passée, nous avions vu l'algorithme. Nous avions parlé de l'algorithme. Nous avions vu des systèmes décimales, les systèmes binaires, les systèmes octals et les systèmes hexadécimales. Mais aujourd'hui, nous allons surtout nous focaliser sur l'algorithme. Nous allons répondre à des questions. Par exemple, c'est quoi l'algorithme? C'est quoi l'algorithme? Nous allons commencer par une brève historique. Nous allons commencer par l'histoire. Nous allons voir c'est quoi l'algorithme dans l'histoire. Nous allons commencer par une brève historique. Nous allons voir la définition du mot algorithme. L'algorithme est apparu au XIIe siècle. Le mot algorithme est apparu au XIIe siècle par un mathématicien perse. Son nom c'est Al-Khwarizmi. Je ne sais pas les perses, je ne sais pas prononcer des noms perses, mais c'est ça son nom. Donc si vous pouvez chercher sur Google ou bien cliquer son nom et pour voir comment vous allez prononcer ce nom. C'est ce monsieur qui a amené le mot algorithme. C'est un mathématicien perse, je pense c'est au Moyen-Orient ou bien la Turquie. Et il a écrit l'algorithme comme algorithms. Oui, c'est ça en perse, je ne sais pas si c'est en perse. Et là, il a parlé pour la première fois du mot algorithme. Mais le mot algorithme a été utilisé en 1850 par Charles Babbage. Charles Babbage, c'est un anglais. Il a utilisé le mot algorithme en s'inspirant du métier de tissage. Donc là, à l'usine de fabrication des tissus. En s'inspirant de la fabrication des tissus, il a considéré que il a fait une machine capable d'exécuter pour la première fois des instructions. Avec ça, il a créé une machine capable d'exécuter pour la première fois des instructions. Donc ça, c'est une brève histoire concernant le mot algorithme. Comment il a été utilisé par Charles Babbage. Vous pouvez cliquer, voir sur Google. Vous allez avoir plus d'informations. Comment il a utilisé le mot algorithme. Comment il a commencé à utiliser l'algorithme comme un ensemble de procédés ou bien ensemble des étapes à suivre. Nous allons définir le mot algorithme. Nous allons prendre la définition du mot algorithme. Algorithme est défini comme une suite d'instructions écrites. Dans un langage informel. Décrivant la solution des problèmes posés. Donc, c'est ça l'algorithme, une suite d'instructions dans un langage informel. Mais les mots que nous allons souligner ici, c'est le langage informel. C'est quoi le langage informel? Donc, le langage informel, nous allons les définir comme les langages que nous utilisons. Par exemple, si je donne un exemple de langage informel, nous avons par exemple les Swahili, les Français, ce sont des langages informels. Les Français, l'anglais et tout consort, ce sont des langages informels. Ce sont des langages que les humains utilisent pour communiquer ensemble. Nous avons aussi des langages formels. Dans les langages formels, nous avons par exemple les langages chimiques.
comme les chimistes. Donc, si nous avons ici, nous avons par exemple en mathématiques, nous avons par exemple en chimie, les langages chimiques. Nous avons par exemple les langages mathématiques. Mathématiques, nous avons aussi la physique et tout consort. Donc, par exemple, les langages, pourquoi nous disons que ce sont les langages informels? Les langages informels comme l'anglais, le swahili, ce sont les langages qui ne sont pas bien prescrits. C'est-à-dire, ils peuvent donner, un mot peut donner même 2 sens ou 3 sens dans les langages informels. C'est-à-dire, vous pouvez écouter ceci, une personne peut parler d'un mot, et puis on peut l'interpréter de plusieurs façons. C'est pour cette raison que nous les appelons les langages informels. Parce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire si nous voyons s'ils sont corrects, par exemple, si nous voyons, il y a des mots qui peuvent aussi définir d'autres mots. Mais dans les langages formels, une chose ou bien une notion donne une explication claire de ce qu'il voulait démontrer. Par exemple, si je peux prendre ici H2O. Voici, on écrit H2O, la formule chimique de l'eau. Donc, si quelqu'un vient écrire, par exemple, les D, H, O, directement, c'est fait en chimie. C'est-à-dire, même si c'est lui qui va dire, non, moi, je vais écrire O, H, et puis je vais écrire un gros O, puis je vais écrire un petit D. Donc, ça, H2O, donc, ça change directement. C'est-à-dire, quand il y a des règles, il y a des conventions. C'est pour cette raison que nous les appelons, ce sont des langages formels. Et quand nous parlons des algorithmes, on peut utiliser bien sûr les langages informels, mais quand nous allons voir de la programmation pour voir ce qui est au top, donc ce qui est au-dessus de ça, c'est les langages informels. Et c'est là que nous allons voir comment nous allons appliquer ces langages informels. C'est-à-dire, dans l'algorithme, nous avons des méthodes, des étapes et des règles à suivre. Donc, nous avons des règles à suivre pour obtenir un résultat. Et le résultat doit être escompté, c'est-à-dire nous faisons ceci et ceci pour trouver ceci et cela. C'est pour cette raison que nous aurons besoin d'utiliser l'algorithme. L'algorithme aussi peut signifier une méthode. Nous allons voir, parce que l'algorithme se tourne autour des mots instruction. C'est quoi une instruction? Une instruction, c'est une information. Une instruction, c'est une information. C'est une information qui est communiquée à la fois. Qui est communiqué à la fois avec une commande et une explication claire. Pour décrire l'action, les comportements et les règles qui doivent être exécutées. Donc, c'est ça l'instruction. Après, l'instruction, ce sont des commandes qu'on donne. Et si je peux donner, par exemple, un problème, ça va être un grand problème. Pour résoudre ces problèmes, nous allons d'abord les fractionner à plusieurs étapes. On peut dire ça, c'est la première étape, la deuxième étape, la troisième étape et la quatrième étape. Mais qu'est-ce que nous allons encore faire? Nous allons encore essayer de fractionner ces problèmes à des instructions qui sont claires et précises, qui doivent déterminer les comportements et donc ils doivent déterminer les comportements et les règles qui doivent être exécutées pour retrouver tout ceci. Et nous allons voir la construction d'un algorithme. Pour construire un algorithme, nous devons d'abord analyser les problèmes. C'est ça, pour construire construction de l'algorithme, pour construire
un algorithme. Algorithme. Premièrement, il faut analyser les problèmes. Analyser les problèmes. Ou bien analyser l'énoncé. Ou bien un théorème. Il faut d'abord analyser les problèmes. Et il faut chercher des objets. Donc, nous avons objets à pouvoir manipuler. En fait de trouver un résultat. En fait de trouver un résultat. Donc, c'est ça les étapes essentielles pour la formation d'un algorithme. Il faut d'abord analyser les problèmes. Il faut aussi voir des objets, et les analyser et les manipuler pour trouver un résultat. Nous allons voir, donc je vais donner un exemple. Pour faire une pâte. On peut prendre ça comme un énoncé ou bien un problème. Et puis nous allons nous poser la question, nous aurons besoin de quoi? Par exemple, nous aurons besoin de l'eau. Nous aurons besoin de l'eau. Nous aurons besoin de malaxeurs. Oui, c'est important, malaxeurs. Nous aurons besoin de marmite. Nous aurons aussi besoin du feu. Donc, ce sont des objets que nous aurons besoin. Et quelle étape va précéder l'autre? Nous devons avoir d'abord l'effet. Par exemple, nous avons l'effet qui est là. Nous prenons la marmite avec de l'eau. Voilà, nous avons eau dans la marmite. Oh, j'ai oublié, la farine. Après cela, nous allons prendre la farine. Et la dernière étape, ça sera de malaxer en fait de trouver une pâte. Ici nous avons notre pâte sur les plats, oui. Ce sont les étapes à suivre. Par exemple, celui qui va prendre, par exemple, nous avons de l'eau bouillie dans la marmite et commencer à malaxer. Il ne peut pas trouver une pâte parce qu'il a brisé une seule étape. C'est-à-dire, en brisant seulement une seule étape, votre algorithme peut être non performant. C'est pour cette raison qu'il faut être très sûr de votre programme. Et après cela, nous allons voir comment lire un algorithme. Comment lire? Pour lire l'algorithme, nous avons des symboles. Nous avons par exemple les symboles ovales. Les symboles ovales, j'ai mis des symboles. Pourquoi? Parce que ces symboles déterminent le débit du programme et la fin du programme. Si je peux écrire, ici j'ai ici débit du programme et ici nous avons la fin du programme. Donc quand vous êtes en train de former votre algorithme, vous pouvez faire de cette façon, c'est-à-dire commencer, ça c'est le débit du programme ou bien ça c'est la fin. Donc, et puis ça sera le corps. Ce qui se trouve ici à l'intérieur, ça sera le corps qui va être exécuté ici. Donc, ça sera les corps. Ça sera l'ensemble des instructions. Nous avons d'autres formes. Nous avons par exemple les rectangles. Les rectangles est fait, ici nous avons pour calcul et test. On utilise les rectangles. Par exemple, on peut prendre la somme égale à A plus B. Donc, c'est la somme. Ça, on peut utiliser les rectangles. Nous avons les entrées et les sorties. Nous avions déjà parlé des entrées et les sorties. Ici, pour les entrées et les sorties, on utilise les parallélogrammes. Ça, c'est les parallélogrammes. Et on utilise les losanges pour un texte. C'est-à-dire, si on veut tester quelque chose, on utilise les losanges. Ici, nous allons utiliser beaucoup les losanges quand nous allons faire les conditions. Quand on va faire if, else, avec ces conditions pareilles, nous allons utiliser souvent des losanges. Nous avons les petits cercles ici pour faire la connexion des éléments. Par exemple, nous allons voir les éléments que nous allons utiliser. Par exemple, ici, nous avons les entrées et les sorties. Ici, on peut avoir, par exemple, A égale à 10. Ok, on peut mettre encore d'autres entrées. B égale à 12. Avec des flèches, ça c'est un programme. Et puis, on peut faire un calcul. Par exemple, ici, nous allons utiliser les rectangles. Et puis, nous allons somme égale à A plus B.
somme égale à A plus B. Et à la fin, nous allons afficher, si nous avons ici, on affiche les sommes. Vous voyez, ça c'est un simple programme. Donc ça c'est un simple problème qui ne demande pas beaucoup de réflexion. Mais si nous l'amenons dans l'algorithme, vous allez voir, c'est ça la syntaxe. Donc c'est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire pour montrer les débits de notre programme, comment nous faisons les calculs. Et ça, je pense que ça, c'est une manière très simple de montrer les choses. Et quand vous faites des choses de cette façon, ça va aussi vous permettre de gagner du temps. Parce que si, par exemple, nous commençons à essayer plusieurs combinaisons, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et par exemple, celui qui a pris son temps, commencé à raisonner avant de se mettre dans ce travail, il aura gagné beaucoup de temps. Et avant cela, nous allons parler des langages de programmation. Nous allons voir les langages de programmation. Si nous avons langage de programmation. Langage de programmation. Programmation. Donc, les langages, nous allons donner la définition des langages. Donc, un langage, c'est une façon d'exprimer la pensée et de la communiquer. Donc, c'est ça la définition qui est générale du mot langage, c'est-à-dire une façon d'exprimer sa pensée et de la communiquer avec les autres. Donc, il existe plusieurs façons d'exprimer un langage. Par exemple, on peut faire des signes, on peut parler, on peut écrire. Ça, c'est un langage. Et quand on parle des langages de programmation, il est défini comme un système de symboles utilisés pour la prescription, pour la description des procédés de résolution au moyen de l'ordinateur. Donc, c'est ça les langages de programmation. Donc, c'est l'ensemble des symboles utilisés pour la description des résolutions au moyen de l'ordinateur. Et quand nous parlons des langages de programmation, nous voyons il y a plusieurs symboles. Nous avons des points-virgules, nous avons des if, nous avons des accolades. Nous avons point-virgule, nous avons des accolades, nous avons des entre-parenthèses, nous avons beaucoup de symboles. Et avec cela, ça nous permet de résoudre des solutions. Donc, c'est là qu'on peut parler des langages de programmation. Et le langage de programmation est constitué des alphabets, des mots, et des centaines de symboles. Nous allons voir la notion de 10 choses, des traducteurs et des interpréteurs. Par exemple, ici nous avons, je vais dessiner, ici nous avons ce que nous appelons les codes sources. Les codes sources. Et ici nous avons quelque chose qu'on appelle machine. Nous avons ici ce qu'on appelle, nous avons les machine codes. Les machine codes. Et nous pouvons nous poser une question. Comment nous pouvons quitter ici du code source? Vous savez, les codes sources, c'est les codes que vous écrivez. Vous pouvez écrire, si votre machine, vous êtes en train d'écrire un code source, il y a des lignes de code. Vous pouvez écrire un code source avec Java. Vous avez Java, vous avez Python, vous avez JavaScript, vous avez PHP, vous avez HTML, vous avez CSS. Donc, il y a beaucoup de langages de programmation. Et quand vous êtes en train d'écrire, c'est ce qu'on appelle les codes sources. Et la question est la suivante. Comment notre code source, c'est que nous écrivons dans les alphabets, il y a des alphabets, il y a des symboles. Comment la machine va comprendre ces codes sources? La machine, elle comprend seulement les langages binaires. Donc, la machine, elle comprend seulement 0 et 1. Donc, nous avons des langages comme on appelle les assemblées langages. Ce sont des langages qui sont très proches de la machine
Et puis ici, ce sont des langages très évolués parce que nous avons des sortes de langages. Nous avons des langages qui sont évolués et des langages qui sont des assemblées, les langages qui sont proches de l'ordinateur. Mais nous allons d'abord voir des langages qui sont évolués, qui sont proches de la pensée humaine, avant de voir des langages qui sont proches de l'ordinateur. Ici, au milieu, nous avons quelque chose que nous pouvons appeler, ici nous avons quelque chose, nous avons une machine encore, nous avons qui peut avoir des noms, qui peut être interpréteur, ou bien être, ou bien être traducteur. Alors, qu'est-ce que ces traducteurs font, ou bien les interpréteurs? Je vais parler de ces points d'interpréteur. Je vais vraiment parler de ces points de l'interpréteur. Qu'est-ce que l'interpréteur fait? Quand vous avez votre code source ici, il va lire, il va commencer à lire votre code. Par exemple, vous avez la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Il va commencer à lire votre code, commencer au début jusqu'à la fin, c'est-à-dire commencer de 1 jusqu'à, par exemple, jusqu'à 10, si votre code a 10 lignes de code. Et puis, il va interpréter ça directement dans les machines codes. Il va l'interpréter dans les langages binaires pour que la machine comprenne votre code source. C'est ça, c'est-à-dire on peut le faire de deux façons, c'est-à-dire en passant par l'interpréteur ou bien en passant par les traducteurs. Qu'est-ce que le traducteur fait? Le traducteur, lui, convertit votre code source. Vous avez ici votre code source. Il est converti dans le langage de la machine. Il va convertir votre code source dans le langage binaire et puis la machine sera capable de comprendre des symboles. Parce que ici, nous allons partir et voir beaucoup de notions de la programmation. Vous allez voir que c'est l'ensemble de plusieurs symboles. Et ces symboles, donc, ce sont des symboles que nous allons utiliser beaucoup de symboles, des parenthèses, des accolades. Et la machine K, elle sera capable d'écouter ces accolades et puis il va exécuter nos instructions. C'est-à-dire quand vous êtes programmeur, vous êtes comme un sorcier. Vous êtes, par exemple, vous êtes les programmeurs. Vous êtes ici. Je dessine une personne ici. Vous êtes les programmeurs. Et puis, qu'est-ce que vous allez dire à la machine? Fais ceci. Par exemple, vous allez commencer à dire à la machine, OK. Par exemple, vous allez dire à la machine de dire bonjour à tous. Bonjour. Vous avez écrit votre code source. Vous avez écrit votre code source. Et puis la machine, c'est-à-dire la machine va exécuter. Donc, vous êtes ici. Vous demandez à la machine, par exemple, de dire bonjour aux gens. Vous allez demander à la machine de dire bonjour, votre machine ici. Et puis, et puis, grâce au langage de programmation, par exemple, comme PHP ou bien JavaScript, quand vous tapez à la machine va interpréter ou bien va traduire votre code source. Et puis, vous allez voir ici, bonjour les gens. Bonjour les gens. Donc, ça, c'est une présentation simple de ce que vous pouvez faire avec des langages de programmation. Mais, par exemple, quand vous aurez beaucoup d'outils dans la programmation, vous pouvez dire à votre machine, hey, allez et hacker, par exemple, l'autre machine. Vous avez votre machine ici et l'autre machine est ici. Et vous allez demander à votre machine, allez prendre des informations dans cet ordinateur. Parce que vous allez donner l'instruction à votre ordinateur et l'ordinateur va vous obéir et il va partir là et prendre des informations et vous amener des informations. Et là, vous serez comme un sorcier qui est en train de faire des choses. C'est-à-dire, vous dites à la machine de faire une chose et la machine écoute ce que vous êtes en train de lui dire. Et c'est là, nous allons faire quelque chose. Avant de cela, avant de parler de l'ordinateur, parce qu'ici nous allons parler des langages de programmation. Nous allons parler des langages de programmation. Et nous devons avoir des choses. Par exemple, j'ai parlé des interpréteurs, interpréteurs et traducteurs. Nous allons pouvoir aller sur Firefox. Si vous cliquez ici sur menu démarrer, si vous cliquez par exemple Firefox, vous cliquez comme ça Firefox. J'aime utiliser Firefox et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi, mais pas maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher par exemple les nodes. Donc c'est ça.
Parce que nous allons utiliser, nous allons utiliser JavaScript. Et pour exécuter des codes JavaScript, il faut avoir quelque chose qui va interpréter votre code pour que la machine comprenne ce que vous êtes en train d'écrire et pour que vous trouviez les résultats. J'ai écrit Node. Il faut écrire Node JS, donc JS, et cliquer en Entrée. Vous allez voir, il faut voir ici, là, vous allez aller sur les sites web, les sites officiels, là, qu'on écrit https /nodejs.org et cliquez là. Cliquez dans Java. OK. Vous voyez ici, vous avez les deux options. Par exemple, si vous cliquez ici, Node.js va commencer à être téléchargé. Mais comme je l'ai déjà téléchargé, il n'y a pas besoin de le télécharger encore. J'ai ça dans l'ordinateur. Et puis, après avoir téléchargé Node.js, il faut suivre les étapes d'installation. Après avoir suivi les étapes d'installation, il faut revenir ici sur le terminal et écrire CMD, l'invite de commande et cliquer Entrée. Et il faut écrire Node. OK. Et on écrit là Welcome to Node.js. Et puis je peux écrire par exemple, ce sont des calculateurs, je peux écrire 5 plus, j'écris 5 plus 5. Ouf. Je trouve les résultats, c'est 10. Et je peux quitter ici dans Node, je peux quitter ici et je peux voir la version des notes que j'utilise. Je peux écrire version et j'ai la version des notes utilisées. C'est-à-dire ici je suis prêt et je peux commencer à faire des programmes avec JavaScript. Nous allons voir, nous allons chercher les codes éditeurs. Donc, il y a les chats, vous pouvez aussi utiliser par exemple le Notepad, mais Notepad ne nous donne pas beaucoup. Notepad n'est pas vraiment flexible parce que l'éditeur que je vais vous montrer, il va nous montrer là où il y a des erreurs. Par exemple, si vous avez écrit mal les noms des variables, il va nous montrer. Nous avons besoin d'un éditeur pareil. Et si vous avez quelques expériences en programmation, vous pouvez utiliser votre note préférée, par exemple, votre note préférée. Il y a les gens qui préfèrent Sublime Text. Moi, je préfère Visual Studio Code. Vous pouvez aller sur code.visualstudio.com, donc code.visualstudio.com, et vous allez vous êtes dans les sites web, site officiel de Visual Studio Code. Vous allez cliquer ici sur Download et vous allez commencer, le processus de téléchargement va commencer et puis vous allez revenir ici sur les bureaux, je pense ici sur les bureaux, vous allez voir un programme qui s'ouvre ici, sur votre bureau qu'on appelle Visual Studio. Okay. Nous allons ouvrir Visual Studio Code. J'ouvre Visual Studio Code. Oh, il y avait quelque chose que j'écrivais. J'efface toutes les choses. Je vais commencer au début. Par exemple, OK. Je pense qu'il faut faire ceci. On va faire ceci. OK. Je cherche les dossiers que nous allons ouvrir. Donc, quand vous allez ouvrir Visual Studio Code, vous allez voir des différentes options. Ici, nous avons extension. On peut installer des extensions ici. Ici, nous avons Run and Debug. Ici, on peut faire des débagages. Ici, nous avons Git. Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez garder vos codes. Par exemple, moi, j'ai mes codes. Même si je voyage, je pars au Rwanda, je peux seulement utiliser un ordinateur et je vais trouver mes codes. Et ça va vous... Donc, c'est ici. Je vais vous expliquer comment utiliser ces Git, les GitHub. Si vous pouvez faire des recherches. Et ici, nous allons ouvrir des fichiers. Et nous allons revenir ici sur notre dashboard. Nous allons commencer sur la notion des variables. Nous allons voir la notion des variables. Donc, c'est quoi les variables? Donc, comme le nom l'indique, les mots variables. Les mots variables, donc, je dois d'abord vous expliquer les mots variables. Par exemple, quand nous sommes en mathématiques, quand nous écrivons x égale à 20,
x égale à 20. X, c'est un variable. Un variable. Et on peut l'utiliser après. Par exemple, les gens qui ont inventé, par exemple, la vitesse. Nous pouvons dire la vitesse égale à mètres par seconde. C'est ça l'expression de la vitesse. Mais la vitesse égale à distance sur temps. Et on peut, et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut exprimer ça en disant, par exemple, en utilisant les variables. On peut utiliser des variables. Nous allons utiliser des variables. Par exemple, nous pouvons nous dire, donc nous pouvons nous dire, nous remplaçons la vitesse par x. X égale, par exemple, à y sur z. Vous voyez? Donc, ce sont des variables. Ils peuvent nous permettre à faire des calculs après. Donc, par exemple, si je fais développer l'addition, bien, je peux faire la somme. Je peux faire, par exemple, j'ai y égale à 12. Je peux prendre, par exemple, j'ai une autre variable, la somme. Vous voyez, la variable ici, somme, sera égale, par exemple, à x plus y. Vous voyez, j'ai une variable qui contient d'autres variables. Et moi, je vais vous expliquer, bon, ça, c'est l'explication mathématique du mot variable. Mais moi, je vais vous donner ma propre compréhension du mot variable. Moi, je peux supposer des variables comme des conteneurs. C'est-à-dire, quand vous avez votre conteneur, je dessine ici des conteneurs. J'ai des éléments, j'ai des articles, j'ai des tomates, des tomates. J'ai d'autres conteneurs, par exemple, qui contiennent quoi, par exemple? Des frites. Ok, j'aime des frites. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, ça c'est X et ça c'est Y. Par exemple, pour dire les conteneurs contenant les frites, moi je vais dire, oh, allez offrir X. Ah, je sais que dans X il y a des tomates. Allez offrir Y. Je sais que dans Y il y a des frites. Donc c'est ça, bon, la compréhension du variable. Vous voyez quand vous avez votre conteneur, vous pouvez seulement prendre, moi j'ai mon conteneur par exemple X et je vais trouver ce qui se trouve à l'intérieur. Je peux pouvoir les utiliser. Donc c'est ça, donc ce n'est pas la définition officielle du mot variable. Il ne faut pas dire que les variables mais c'est sous forme de conteneurs. C'est-à-dire ils nous permettent de garder les données d'une manière permanente. C'est-à-dire vous avez des données, vous êtes en train de traiter avec plusieurs données. Vous allez dire, oh, je prends ces données, par exemple, toutes ces données ont une seule caractéristique. Vous allez vous dire, ok, au lieu d'écrire encore des données, écrire encore des lignes de code, je vais prendre ces données, je vais les sauvegarder dans une variable. Nous allons voir les caractéristiques de variables. Nous allons voir d'abord les caractéristiques. Tout variable doit avoir un identifiant. Un identifiant. Ok, nous devons avoir un identifiant. C'est-à-dire, notre variable doit avoir des noms. Par exemple, si vous êtes dans un bureau, comme j'ai montré la définition là, des containers, mais ça, c'est pas une bonne définition. Il ne faut pas prendre cette définition. Par exemple, vous êtes un comptable, vous êtes dans votre bureau, vous allez vous dire, OK, moi, je vais prendre ces containers, par exemple, et ça, ce sont les noms, par exemple, les noms des personnes. Vous allez vous dire, OK, ça, ce sont les noms des personnes, par exemple, qui ont payé. Vous voyez, c'est le nom des personnes qui ont payé. Et comme c'est là, vous pouvez vous dire, OK, je garde les noms des personnes ici. J'écris un variable, j'écris nom des personnes et je les mets par exemple dans un phare. Parce que plus tard, ça sera très bien pour moi. Je vais revenir, donc je reviendrai plus tard pour voir ces variables. Donc, aujourd'hui, nous nous limitons aujourd'hui par la notion des variables. J'ai parlé que variable doit avoir l'identifiant. Quand nous allons nous revoir encore, nous allons parler beaucoup des variables. Nous allons voir d'autres caractéristiques des variables parce que les variables sont vraiment très importantes en programmation. Donc, vous ne pouvez pas vous passer des variables. Vous ne pouvez pas vous passer des variables. C'est très crucial. Et aujourd'hui, c'est la première partie. Je pense que nous pouvons considérer ceci comme un voyage, c'est-à-dire vous commencez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons écrire des codes. Vous commencez aujourd'hui votre voyage en écrivant des codes. Il faut continuer parce que ça sera un long voyage pour pouvoir écrire des programmes, pour pouvoir créer des websites, créer des applications même mobiles, même des applications qui vont être installées dans des ordinateurs. Donc ça va prendre du temps, mais il faut
des notes, revoir des notes dans l'algorithme. J'ai montré ces différents symboles que vous pouvez utiliser dans l'algorithme. Il faut très bien les utiliser et il faut continuer à suivre nos vidéos sur YouTube et il faut aussi visiter notre website. J'ai oublié. Si vous allez sur www.bridge for Future Academy, for Future.academy. Donc, si vous visitez notre website, vous allez trouver beaucoup d'informations, même que que j'ai oublié de citer. Merci pour aujourd'hui et à la prochaine.